vous éloignez pas, parce que peut-être aurez-vous à intervenir lors de l'exposé suivant de Jacques Hureau, que j'ai déjà entendu en partie à l'Académie de médecine et qui pose un problème extrêmement important pour lequel je pense que nos institutions, Académie de médecine, Académie de chirurgie, peuvent avoir une place déterminante. En effet, il s'intéresse à la protection juridique du signalement des événements indésirables en chirurgie. Et vous allez voir qu'il y a à faire dans ce domaine. Oui, merci, Monsieur le Président. À titre introductif, je voudrais dire que la culture qualité-sécurité qui sous-tend les exposés de cette séance passe obligatoirement par une bonne gestion des responsabilités en médecine et particulièrement en chirurgie. C'est probablement pourquoi notre Président m'a demandé de vous présenter un rapport qui a déjà été adopté le 28 février dernier à l'Académie nationale de médecine, et je m'excuse auprès de ceux qui, parmi vous, le connaîtraient déjà et l'auraient déjà voté, mais je crois qu'il s'intègre parfaitement dans cette session. Alors, gestion des risques est indissociable du signalement des événements indésirables avec l'exploitation de l'information et le retour d'expérience. C'est allé de la sanction à la prévention de l'erreur médicale, et David et Sureau s'étaient déjà penchés sur le problème. La culture qualité-sécurité n'est pas de ce jour, et sans remonter très loin, on remontera à l'ordonnance du 24 avril 1996, pour terminer en disant que le terme d'événement indésirable a été forgé pour la première fois à l'Académie de médecine par Patrice Queneau à propos du médicament en 2002, et depuis, c'est un terme qui est utilisé dans tous les textes réglementaires. Alors, qu'est-ce que le terme d'événement indésirable? C'est celui qui reconnaît qu'il peut y avoir, comme dit Pellerin, d'autres causes qu'une faute médicale ou une faute à personne, petite formulation, sur un événement inattendu et profondément regrettable. Alors, l'identification de cet événement indésirable, il faut le prévenir il faut le connaître a priori pour prévenir le risque, et le connaître a posteriori pour corriger la persistance du risque et ses événements et ses éventuelles conséquences. Alors, il y a toute une gradation. Je n'en ai retenu que deux, avec leur terminologie anglo-saxonne, le presque accident d'une part et l'événement indésirable grave d'autre part. Alors, ce signalement de l'événement est obligatoire en double anonymat du déclarant et de l'utilisation du dossier qui va être mis en jeu. Alors, j'ai eu l'occasion de mettre en route un tel signalement dans un établissement dont je me suis occupé pendant 14 ans, et très rapidement, parce qu'on n'était jamais très en retard. J'ai eu contre moi les syndicats, le conseil, le comité d'entreprise, qui m'ont dit « c'est de la délation, c'est de l'aveu de faute, et ça va nous amener à la judiciarisation ». Alors, il faut savoir que ce signalement est mondialement reconnu comme insuffisant. Le résultat, c'est que dans les meilleures publications, des meilleurs journaux, du meilleur monde scientifique, les statistiques sont fausses, parce que les mauvais résultats sont rarement complètement signalés. Alors, c'est un biais que j'ai eu l'occasion de rencontrer à propos d'un jury d'accréditation. Vous savez, l'accréditation pour les disciplines à risque, il y en a 21 qui ont été répertoriées par l'HAS. Il y a 17 organismes qui s'en préoccupent. Ça couvre pratiquement toute la médecine et en particulier toute la chirurgie. Ces jurys d'accréditation doivent connaître, comme dans une conférence de consensus, toute la littérature mondiale, et puis se baser également sur les résultats de ce qu'on appelle la base REX. Alors c'est très joli. Le jury dont je faisais partie s'occupait de la perforation des gros vaisseaux de l'abdomen,
lors de l'introduction du premier trocar en celluliochirurgie. Il se trouvait que dans les dossiers médico-juridiques dont je m'occupais, j'en avais 3 exemples, dont 2 morts et dont une chez un gosse de 17 ans pour une pathologie tout à fait banale. C'est dramatique. Eh bien, dans la base Rex, telle qu'on me l'a exposée ce jour, le jour du jury, il n'y avait pas une seule déclaration de perforation de gros vaisseaux de l'abdomen lors de l'introduction du premier trocar. C'était l'exemple typique du sous-signalement. Donc, toute la littérature est biaisée mondialement et bien est mise à mal l'évidence-based medicine. L'obligation de transparence totale nous est donnée par la loi Kouchner. Elle va à l'encontre de ce signalement, car il devrait être anonyme et il faut déclarer tout ce que l'on fait. Alors, comment peut-on soustraire celui qui signale à d'éventuelles poursuites? Eh bien, cela est possible, sauf dans 2 cas, m'ont dit les 2 consultants juristes que j'ai contactés. S'il y a un abus de déclaration, c'est-à-dire quantitatif, multiplicité de révélations sans fondement, soit qualitatif, et là c'est plus méchant, c'est la révélation imaginaire dans le but de nuire, c'est la dénonciation calomnieuse. Pour le reste, tout repose sur ce que les juristes appellent le principe de l'irresponsabilité, tant civile que pénale. Alors, une telle sécurisation existe, avec mise à l'abri des sanctions. En France, dans le droit du travail, et Pierre Sargos, qui a été président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, m'a dit « mais il y a des centaines de milliers de salariés qui sont couverts par ça, puisque lorsqu'il y a un risque quelconque pour eux ou leur entourage, ils peuvent non seulement signaler, mais encore faire état d'un droit de retrait. » Vous connaissez cette formule. Dans le Code du commerce, c'est également la même chose pour les commissaires aux comptes, qui trouvent des malversations dans les comptes qu'ils regardent. Dans l'aviation civile, c'est bien connu depuis longtemps, tous les événements indésirables sont signalés, traités, et il y a un retour d'expérience. Rien n'existe pour la santé, pas même dans les deux textes les plus récents qui auraient dû en traiter, la loi HPST et plus particulièrement le décret du 12 novembre 2010 qui est dit relatif à la lutte contre les événements indésirables. Hors de France, eh bien, ceci existe dans le domaine de la santé, aux États-Unis avec un texte très général fédéral, en Grande-Bretagne depuis fort longtemps, au Danemark et en Australie. Alors, il y a déjà eu une recommandation de l'Académie de médecine qui était soucieuse d'assurer un meilleur signalement sous l'impulsion justement de David et de Sureau lors de leurs travaux. Elle souligne qu'en aucun cas, cette démarche ne saurait être interprétée comme une déresponsabilisation des acteurs de soins, ça va de soi. L'Académie de médecine a donc émis une recommandation. Toute personne, impliquée ou non, qui de par sa fonction informe de la survenue d'un événement indésirable dans le déroulement et les conditions des soins donnés à un patient, événement qu'elle signale spontanément et sans délai à l'organisme permanent chargé de le recueillir, cet organisme est actuellement obligatoire dans tous les établissements, conformément à l'obligation des textes en vigueur, je vous rappelle toutes les vigilances qui nous sont données, et le fait d'avoir maintenant une déclaration obligatoire des événements indésirables recouvre toutes ces vigilances qui étaient dispersées. Alors, conformément donc à l'obligation qui en est faite, ne puisse faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou mise en cause juridictionnelle du fait de ce signalement, avec une réserve, hormis les cas de manquement délibéré ou répété, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de sa part aux règles de sécurité ou bien de dénonciation sans fondement animée par la seule intention de nuire. Eh bien, c'est très simple. Ce petit article, il suffirait de le mettre
en alinéa 4 de l'article grand L 1413-16 du Code de santé publique pour que tout rentre dans l'ordre. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, cette présentation est du plus haut intérêt. Et un mot que vous n'avez pas prononcé, si je me trompe, c'est le mot d'anonymat. Ah si. Si, et justement, c'est que l'anonymat, il est contrebattu par la loi Kouchner, qui oblige à la transparence totale. D'accord. Alors actuellement, si on applique ce texte, on peut le faire dans l'anonymat, la déclaration d'événements indésirables. Ah ben, toutes les vigilances sont faites dans l'anonymat. Non seulement dans l'anonymat de celui qui déclare, mais dans l'anonymat du dossier qui est utilisé. Et ça va à l'encontre de l'obligation de transparence de la loi Kouchner. C'est pour ça que, à défaut d'avoir une transparence, un anonymat absolu, il faut une protection juridique. Parce que j'avais relevé dans un petit papier qu'en ce qui concerne les prothèses PIP, en 2007, 5 événements indésirables, en 2008, 21 événements indésirables, en 2009, 32, puis les prothèses sont retirées, 212 en 2010, et pour le premier semestre de 2011, 300. Le signalement s'améliore, parce que la mise en place des organismes dans les établissements qui sont chargés justement de recueillir ces signalements fonctionne mieux. Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne mieux que la protection juridique est là. Très bien. Oui. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans les fiches de matériaux-vigilance que l'on remplit au bloc à la sortie quand il y a eu une défaillance d'un dispositif médical, c'est ce à quoi nous discutons aujourd'hui, on met son nom, et on met son nom. L'anonymat n'existe pas, puisqu'on met le nom du chirurgien qui a opéré, et puis on définit la chose. Donc, et ce que je demandais, je répète ce que je demandais, que deviennent ces fiches de matériaux-vigilance quand on les a mises à l'organisme ? En principe, elles sont anonymisées. En principe. Oui. Tenez. Jean-Louis, oui, il connaît bien le sujet. Jean-Louis Jost, chirurgien honoraire de la Pitié-Salpêtrière, expert visiteur HAS. Donc, je voulais simplement confirmer qu'évidemment, la première chose que fait un gestionnaire de recueil des déclarations des événements indésirables, c'est d'anonymiser l'ensemble. Ça, c'était absolument sûr. Deuxièmement, je pense, comme M. Hureau, que les choses progressent grâce, évidemment, au texte obligatoire de la gestion des risques. Bon, ça nous entraînerait très loin d'expliquer tout ça maintenant, et vu le retard, je m'arrête. Oui, je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais les choses, heureusement, progressent en dépit de l'incertitude juridique. Je voudrais demander à M. Ghislain s'il a des réflexions sur cette présentation, j'en suis sûr. Non, je peux que confirmer qu'il y a effectivement, un problème à régler pour faciliter notamment le signalement. En même temps, autour de l'anonymisation, nous, la problématique pour nous, elle est aussi de pouvoir, mais ça s'organise, c'est de pouvoir quand même avoir accès à celui qui a constaté des choses, parce qu'en termes d'investigation, de compréhension, il faut aussi pouvoir assurer les choses. Donc il faut qu'on puisse gérer à la fois le circuit d'information pour protéger les déclarants des conséquences éventuelles, et en même temps pouvoir, en tant qu'agence sanitaire, accéder à tous les intervenants pour compléter les dossiers et essayer de tirer des conclusions. Donc c'est vrai que l'exercice est difficile. Alors pour répondre à votre propos, je dois dire, et je ne voulais pas allonger là, qu'en 2006, j'avais eu une discussion à ce sujet avec Laurent Degosse, qui était le président de l'HAS à l'époque, qu'il m'avait dit qu'il y avait une cellule qui s'était penchée sur le problème et qui m'avait mis en rapport avec cette cellule, qui constatait, comme d'ailleurs l'ont dit les deux juristes que j'ai été amené à consulter, que le bien fondé de cette démarche était tout à fait valable, mais qu'il y avait derrière une nécessité d'un changement des mentalités, etc. Je l'avais réattaqué lorsqu'il était venu nous faire un exposé sur l'HAS à l'Académie de médecine. Il m'avait répondu de façon très ferme qu'il était d'accord, et rien n'avait bougé, puisque vous avez vu que dans les deux
textes qui sont parus après la loi HPTT, je ne sais pas trop quoi, et le décret de 2010 qui était censé s'en préoccuper, rien n'avait été fait. Donc il est temps de taper un grand coup sur la table et de demander quelque chose de simple, qui est l'ajout d'un alinéa dans un article du Code de la santé publique. Je crois que c'est tout à fait un moment opportun, puisque vous savez que le ministre a demandé donc à la fois à la Direction générale de santé et à l'agence de rénover les systèmes de vigilance, de les simplifier en termes d'accès à la déclaration, et donc il y aura probablement une opportunité. Donc c'est vrai que de rappeler ce besoin est sûrement tout à fait bienvenu. Bien, ce rapport est à votre disposition. Je peux vous l'envoyer par courriel et je peux surtout vous dire qu'il est sur le site de l'Académie de médecine, accessible. Donc, pour conclure, nous resterons vigilants, messieurs.